Alors bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette table ronde, donc de 17h à 17h45, où il y aura, j'imagine, beaucoup de richesse, un sujet extrêmement touffu, enthousiasmant, parce que je pense qu'il y a des événements récents, que ce soit des foires de traduction comme celle qui est ici à Montréal, qui nous amènent à élever, et il faut continuer à le faire, l'art de la traduction. C'est très important de continuer à traduire le Québec anglophone et donc vice-versa pour que, je vous le dis d'entrée de jeu, on élimine de notre vocabulaire cette expression que je déteste, qui est cette fameuse deux solitudes auxquelles on fait référence entre les anglophones et les francophones en littérature au Québec. There's going to be something special, though. They asked me to be going back and forth to French and English. Si jamais c'est un problème, vous pouvez me le dire, mais normalement, on peut assumer que ça se passe bien. So everybody's going to be fine. Just tell me which language you want to use. And ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, la première question que je poserai déterminera la langue que nous allons utiliser. Donc, ben voilà, reprenons. Je m'appelle Antoine Tanguay. Je suis président et fondateur des éditions Alto à Québec. Et dès le début de ma carrière d'éditeur, j'ai voulu placer la traduction au centre du catalogue. Et ce faisant, au fil des années, je me suis rendu compte, et je vous demande pardon, j'ai découvert une richesse éditoriale incroyable à quelques kilomètres de chez moi, une communauté qui rayonne bien au-delà des frontières du Québec et que l'on ne connaissait pas. Et je me suis dit, ben, on va la faire connaître. Et donc, j'ai eu le plaisir et le bonheur de publier en français des auteurs comme Heather O'Neill, qui sera là d'ailleurs tout à l'heure, qui font briller le Québec littéraire. Et donc, je pense que c'est hyper important. Alors ce soir, ben, merci à la Quebec Writers Federation de m'offrir la possibilité de vous présenter ces belles personnes qui, chacune à leur manière, ont changé et participent activement à la valorisation de la culture de chacun et surtout, et le mot est très important, au passage des cultures, ce qui est à la base, et je me tourne vers Daphné B, de l'acte de traduction. So what we're going to do, we're going to begin, and the language you're going to choose is going to be the one I'm going to use for you, so just the one you're most comfortable in. So first thing, première chose, would be to, when we talk about challenges and obstacles of publishing, sharing words, poetry, within the Francophone community, coming from the Anglophone community. And even then, I don't like to talk about them being different communities. I mean, they're just one, language being the only thing that separates them. So challenges, hopes of, and your analysis, votre analyse, si on veut, le survol of the present situation of the translation and the vitality of the community. You will each get 25 minutes. Okay, let's go. C'est à peu près ça. It's easy animating. You just ask two questions and then the 45 minutes go by. Non, sans blague. Jonathan, l'ami, je te présente. Je te tutoie, je m'excuse. Oui. On est entre amis, on va dire, amis de la traduction. Je me fie aux notes, donc gentiment, je le fais rapidement. Poète à tout faire, qui est très, très belle façon de dire la chose. Jonathan Lamy, donc, vit à Montréal. Il a publié 5 livres de poésie, incluant La vie sauve aux éditions du Norois, prix Émile Nelligan en 2016. Sa pratique recourt également à la poésie sonore, l'intervention dans l'espace public et la vidéopoésie. Très intéressant. Il a traduit 3 livres, tous parus chez Mémoire d'Encrier, un essai de Thomson Highway, finaliste au prix de traduction de Jean Glasgow, bravo, et 2 recueils de poèmes par Rachel McCraw, donc, et par Thomas King. Il a mis sur pied la poésie partout. Ça, c'est très intéressant aussi comme projet. Un organisme de diffusion et de dissémination, le mot est très important ici, de la poésie. Alors, merci d'être ici ce soir. Alors, Jonathan, je commence avec toi. C'était ta vision de ce qui se passe présentement. Wow. Bien, il se passe plein de choses. Puis la discussion plutôt en témoignait. Et puis la présence de traduction de livres de littérature anglo-québécoise chez plusieurs éditeurs à travers le Salon, ça, c'est magnifique. De
de mon point de vue, Montréal est une des villes les plus bilingues et même les plus trilingues au monde. Et je pense que c'est quelque chose que c'est une richesse et quelque chose qu'on devrait souligner de plus en plus. Et je pense que Montréal a de quoi devenir une des capitales mondiales de la traduction. On le voit là, en jeu vidéo. Entre autres, si le jeu vidéo marche bien à Montréal, c'est parce qu'il y a des gens pour traduire les jeux vidéo dans à peu près toutes les langues qui se peuvent. Et je pense qu'il se traduit de plus en plus de littérature au Québec, mais on traduira jamais assez. Bien dit, merci beaucoup. Rachel McCrum, French or English bio? Let's go English. Let's go English. All right. Rachel McCrum is a poet, performer, event organizer, and workshop facilitator. Thank you for making me use that. I hate facilitator. Bravo. Voilà. Originally from Northern Ireland, she lived in Edinburgh, Scotland between 2010 and 2016. And when she was the first, BBC Scotland poet in residence and recipient of a Robert Louis Stevenson Fellowship. She is the editor of Font magazine. Her debut collection, The First Blast to Awaken Women Degenerate, was published in a bilingual edition with Mémoire d'un crier in fall 2020. Rachel, merci. And so what are your thoughts on that subject? On translation and literature in Montreal. So I've been here 5 years now, and I came from Edinburgh, Scotland, which is a quite unilingual environment, although Scots and Gaelic are coming in a little bit more. And actually, one of the reasons that I wanted to move to Montreal, I always say I moved for love and poetry. And I was so curious about the multilingualism and about the opening of the world. The world exists in Montreal because of that. And then the challenges that poses for comprehension. Because actually the question is, how do we understand the concerns and the conversations that are happening within different communities if we don't understand the language to start with? So I think when I arrived in Montreal, so that was 2017. It was 2017, wasn't it? January. Yeah, oui, c'est ça. And it's interesting because my perspective on language, you know, the two solitudes, my experience of Montreal literature and the efforts to mix, to blend, to understand, to translate are really within that context of the last 5 years. And I think that effort has been made certainly in the last 5 years, if not prior to that. But so my understanding is, I think of a blended Montreal. The communities I see a younger generation. You know, I'm 40, but even younger than me. The younger writers who have come up with a very bilingual education, who mix, who are translating each other, which is very exciting. Yeah, so I think that movement for the younger writers and the younger generations coming through is very exciting. Well, and we're going to get back on that later, but you mentioned something very important, the fact that a new generation of writers, poets, translators is opening up. I mean, it's a generation that is placed under the openness, I would say, or the welcoming of new ideas and cultures. So that is it brings a lot of hope, I think. So, thank you. Marcela Huerta, pardon. In English? Yeah. All right, good. That's no problem. The thing is, I read like 2 times the French ones and like 1 time the English one, thinking, that's going to be easy. It's going to be in French. Okay. So here we go. So Marcela is a Chilean poet based in Montreal. She's the author of Tropico, a collection of poetry and creative nonfiction published by Metatron Press in 2017. Her work has been featured in Valum, Peach Mag, Lesty Bad News, Montreal Review of Books, Spy Kids magazine, I love that, entitled that, CV2, Lemon Hound, I mean, everywhere, so a lot of places. And she's the poetry editor at Carte Blanche magazine. So, and then, I mean, there's pretty active. And one thing I should mention is that Tropico was published in 2021 by Nota Bene Edition under the Nota Bene group, should I say, Edition Triptyque. So you have this connection with Daphne, of course, because there was a conversation in between you two on translation. And I'm quoting you, the occasion to reflect on some political themes
and memory loss, that, and translation. Voilà. So, hey, welcome. So, your thoughts on the situation of the translation? I think I kind of have very general thoughts about translation just because I have no experience translating myself, but it is interesting to think about the way that it has permeated my life since I was very young because my first language is Spanish. And so what that meant for me existing in a very Anglophone environment in BC was that I was always translating. So my life was just translation. It was doing bureaucracy for my mom or helping my family, trying to figure out really complicated systems. It's like the most, I feel like it's one of the most important forms of translation that we see in society, but it's like not appreciated and it's very needs-based. It's not like artistic or appreciated in any sort of major way, but there are tons and tons of people out there that are translating every day of their lives because they have to. So I feel like that's like what is kind of coming up for me when I'm thinking about it. And I think that I approach it in my own work with sort of a retention of both languages and attempts to have both in my work, whether translated or not. Both for different reasons. And so it was really interesting for me to work with Daphne on an actual formal creative translation because what I didn't expect to have happen was this really intense connection of finally kind of feeling very seen in your work because I think that translation is such a beautiful act because it is another artist seeing your work, and then making their own interpretation of that. And it's always like, I feel like you've said this to me, it's always something new at the end of that process. And there's something really, really beautiful to me in that. I also think it's really interesting to think about translation when it comes to different cultural or ethnic or racial relationships, like the fact that we had to have a lot of conversations about what it meant to translate certain terms, what it meant to look at the word disappeared and know that that has a different meaning than for something to disappeared. To be disappeared is a very massive concept that played a huge role in my family's lives, and I like us being able to have those conversations when maybe that terminology is not available in a different language. Like that to me was so meaningful. And so I think, I don't know, I guess for me, with all that said, a lot of the other thoughts I have about translation is just about being able to hear and understand just so many different voices that you wouldn't otherwise be able to. And I just think it's such a gift for that reason. Wow, so many themes and so many very good thoughts on translation. You pointed out some major. Je peux-tu juste ajouter quelque chose? Là, Marcella parlait d'un terme qui fait référence aux gens qui, en tout cas sous la dictature de Pinochet, par exemple au Chili, ont été kidnappés, donc qui n'ont pas simplement disparu, mais qui ont vraiment été pris par le gouvernement, puis on les a plus jamais revus. Oui. Puis il y a comme une façon de le dire en anglais qui n'existe pas en français. Effectivement, il y a une charge politique et personnelle et émotive qui doit être triple en un, peut-être maximum 2 mots. Donc, il y a aussi la condensation qu'impose la poésie aussi, ou le texte à caractère poétique, où c'est peut-être, j'ai une admiration sans borne pour les traducteurs, les traductrices de poésie, parce que c'est une imprégnation, c'est un accompagnement, et c'est intéressant parce qu'on a ici 2 binômes, donc 2 voix, une voix peut-être originelle, voix première et une voix seconde, et les 2 sont aussi importantes. Elles ont, on l'espère, le même écho. Donc, Daphné B, bien dit, donc cette précision. Vous êtes autrice et traductrice littéraire et vous écrivez des poèmes, des essais, des récits. Mais surtout, et j'aime beaucoup ça, elle mêle les genres au lieu de les isoler. C'est vrai que la traduction aussi, c'est
un geste de décloisonnement. Vous avez publié, très connu et avec un écho remarquable, donc Maquillé chez Marchand de Feuilles, prix des libraires catégorie essai du Québec en 2021, traduit en anglais, en espagnol et paru en France chez Grasset, ainsi que les recueils La pluie des autres, nominés au prix du gouverneur général, Delete et Beautiful, respectivement à la courte échelle, Loi de Cravant, ainsi qu'édition de l'Écrou. Vous êtes aussi collaboratrice à Radio-Canada et vous animez aussi votre propre podcast, Choses sérieuses. Parlons des choses sérieuses, justement. Votre vision, suite à ce que vos collègues ont mentionné, on peut maintenant laisser le laptop, c'est un peu plus confortable. Vos réactions par rapport à ce qui a été mentionné ici, il y a déjà, je pense, de très bonnes bases de discussion. Oui, effectivement, je veux juste mentionner que je reviens d'un long voyage en Argentine suite à la parution de mon livre en espagnol, puis je suis comme un peu déphasée. Je suis arrivée hier. Et on dirait que j'ai vécu une espèce de choc culturel. Fait que j'ai l'impression que c'est comme pas un super contexte pour moi pour parler de traduction. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que pour moi, la traduction, c'est d'abord une question de désir. Donc, pour moi, c'est pas un moyen un pont entre deux solitudes. Puis j'ai d'ailleurs une professeure de traduction à Concordia, Chérie Simon, qui a dit que ça, c'est un des plus gros problèmes au Canada et au Québec. C'est de percevoir la traduction comme un service public qui ferait une espèce de pont entre deux communautés, alors que la traduction, c'est un acte de création. Le problème, c'est que la traduction littéraire au Québec, elle est conditionnelle à des structures monétaires, financières, des bourses. Puis ces bourses-là sont octroyées seulement pour la traduction d'œuvres canadiennes. Moi, je reviens d'un voyage de 1 mois où j'ai rencontré des tonnes de poètes argentins qui m'ont fait vibrer, qui m'ont accueilli comme si j'étais les leurs. Ce que je veux en ce moment, c'est les traduire. Je m'en fous de traduire quelqu'un à Montréal pour faire le pont. Je suis vraiment une bitch en ce moment, mais vraiment, pour moi, ça part d'un désir puis d'un amour. C'est ça. Oui. Vous avez mentionné ça à la radio de Radio-Canada lorsque vous étiez en table ronde avec la très regrettée Laurie Saint-Martin il y a quelque temps, et vous parliez de cette traduction comme d'un acte d'amour et d'accompagnement, et non pas comme quelque chose qui est payé au mot, on s'entend. Donc, c'est bien d'être payé au mot, j'ai aucun problème avec ça. C'est vraiment un privilège qu'on a, en fait, d'être payé autant, parce que justement, je parlais à ma traductrice qui a fait vraiment pas beaucoup d'argent en traduisant mon livre, là. Mais moi, je suis prête à... Je veux dire, pour moi, la traduction, c'est vraiment pas un truc qui est localisé à Montréal. T'sais, là, en ce moment, je veux apprendre l'espagnol parce que c'est même pas une question pour moi. Genre, j'ai besoin de traduire ces gens-là. Fait que je sais pas si c'est ça. C'est pour ça que je dis mon intervention est bizarre en ce moment. Non, pas du tout. Elle est extrêmement humaine dans la mesure où plusieurs traducteurs, traductrices, ils trouvent cette énergie. Il suffit d'aller dans les scènes internationales où vous allez avoir des gens les traducteurs sont non seulement les gens qui vont éventuellement traduire et porter la parole des autres et en être, si on veut, le représentant ou la représentante, mais aussi c'est des gens qui font des connexions. Souvent, les traducteurs, traductrices arrivent dans des foires et rencontrent des éditeurs, des éditrices et disent « il faut absolument que vous connaissiez cette voix-là. Je vous l'apporte, je vous la propose. » Donc, ça devient déjà très important. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de structure de financement qui permettent ce geste-là. Fait que si c'est possible en ce moment, j'essaie de penser à comment ça va être possible pour moi de le faire. Puis d'ailleurs, parlant de désir, je veux dire, Marcella, c'est ma grande amie. On a travaillé ensemble longtemps dans la même librairie. On partage des goûts esthétiques similaires. Ouais. J'ai adoré son livre. Donc, ça part aussi d'une grande amitié puis d'un désir, d'une admiration mutuelle. Cet acte de traduction-là, c'était pas parce que j'avais le goût de rendre service à Marcella, tu sais. And that's rare, I think, when you can find a creative relationship or someone that you can have a creative relationship with that you can share that much with each other. And I think that it's really special when you are also translated by someone in a language that you can at least kind of have some passing understanding of, because I think we were able to have a lot more
complicated discussions about what was going on in that process. D'ailleurs, Yeah. c'est pas si lié que ça, mais la raison pourquoi mon livre a été traduit en espagnol, ça n'a pas rapport à une opération de, tu sais, genre de... je sais pas comment on dirait ça, mais... Bassement éditorial? Le rayonnement éditorial du Québec outre-mer ou en Amérique du Sud, c'est lié à des affinités littéraires. C'est une poète que j'admire, que je lis depuis des années, que Marcella connaît. Puis je l'ai approchée souvent. On s'est parlé sur Instagram. Puis à un moment donné, elle me dit, Daphné, envoie-moi ton livre. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, cette traduction-là. Yeah. It just strikes me, even listening to that. I mean, translation is an act of love. Yeah. It has to be, because you sit, and it's such an act of generosity, I think, on the part of the translator, because it's to be willing to go and sit within someone else's words, someone else's experience. It's such a profound act of empathy to kind of enter into that space for a while. And as you say, there's, when you're talking about, you know, these other writers that you've met, you're like, no, I must translate them. I must bring them to this space. I must be able to share them with that as well. And I think that propulsion it's really profound. Yeah, it's funny you saying about that translation where you can speak at least some words in common, because I do find to be a translator but to have no language in common at all. I can't comprehend how it works. I know it works. Ça arrive souvent. Mais I do wonder how those negotiations take place. Ça, c'est une autre chose. I would feel so anxious. If I was Your getting own work, yeah, or as the if I was translator? being translated in a language that I had no even passing comprehension of, I'd sweat the whole time. From day one to day final, I would be sweating. But it goes back to that relationship, right? Yeah. Because there has to be trust in there. There has to be a sense of the motivation, the generosity. Wait, that would take quite some trust, I think. Yeah, you're right. If it was someone who you like really trusted, then I guess you would be like, it's in your hands. Well, you said it, and because you said translation is a story. Well, it's all about love. It's funny because I was about to quote Jacques Poulain, a famous Quebec writer, who actually has a book called La traduction est une histoire d'amour. So, and everyone here is in a very creative and loving space in a way, because you can exchange, you can be friends, you can share a lot of things. Rachel, Jonathan, Rachel, did you learn from his view on your words, and what did you get from working in another language? Not learning the language, but learning how your voice can, go elsewhere and be heard more. That's a lovely question. Thank you. I mean, ça aide beaucoup mon français, hein? But we worked for a very long time. We worked very closely on the book. It was really poem by poem, by word. With Thursday mornings were our day for it, and we'd go and find a cafe, and we'd sort of sit down and go, right, what are we working on today? And Jonathan is very meticulous and is very attention to detail, and I'm a hot mess of impulses. So between the two of us, we can kind of work it out in that he presents the options, and then I make the choices at some point, if I can say that. But part of the thing that was interesting was a lot of my work comes from performance. It comes from an oral background. So a lot of the meaning is also carried within the sound of it. And so one of the challenges for us was how to try and replicate the sonority of it in the French as well. And I'm lucky because Jonathan has a performance background. And so you understood that, I think, implicitly and from the start, and also because I kept telling you. But also, that then opened up. It was a new set of challenges for us with the French, and trying to find those solutions. Right? It's a puzzle. It's a problem-solving exercise as well. It is. And even then, you don't even know if you got the final image right. And it's about a puzzle that keeps on changing and evolving. Oui, absolument. Jonathan, comment ça a été? Ben, ça a été chouette. En fait, on s'est rencontrés aussi à cause de la traduction. Pour un événement, les Nuits amérindiennes en Haïti, à laquelle Rachel participait. Et moi aussi, il y avait une lecture, et donc
Rodney Saint-Éloi a dit, ben Jonathan, toi, tu traduis. Alors, voilà, traduis Rachel. Donc, j'ai eu une commande sur le fly. C'est assez direct, quand même. Et donc, mais aussi, la traduction, c'était pas pour un livre ou une revue, c'était pour que ce soit présenté sur scène dans 2 heures. Donc, il y avait, dans la traduction que je fais des poèmes de Rachel, il y a toujours cette préoccupation-là, parce que ce sont des poèmes de spoken word, des poèmes de scène qui fonctionnent aussi sur la page. Donc, c'était l'enjeu aussi que ces textes-là puissent passer sur scène. Donc, qu'il y ait une mise en bouche là, qui était importante dans la traduction. Puis déjà, quand on traduit de la poésie, les questions de rythmique sont aussi très, très importantes. S'il y a un vers qui est plus saccadé, quelque chose qui est plus... Donc, il faut essayer de trouver... Des fois, c'est pas le même... Des fois, on triche un petit peu au niveau du sens pour aller vers des sonorités en disant, ben ça va mieux sonner en français, même si ce ne serait pas la traduction qu'on ferait normalement, par exemple. And just something else with it as well. I'm from Northern Ireland. My English is a Northern Irish English. My cadences and my syntax are Northern Irish English. It's not BBC English or CBC English or Canadian English or anything like that. In the same way that Quebecois French has its own cadences. In the same way that there are poets here who are writing from a Haitian background, who are writing from a Lebanese background in French, in English, or writing from a Creole background, or writing in Afro-Caribbean. And I think this question of translation, it's not even just between 2 languages, it's also the variations within those languages, and how can we be sensitive to those? How can we make sure that the translators are not erasing the subtleties of those different and decolonial, let's be frank, languages, And I think that's been, and I see that more and more, I think, in the wider context of translation. There's a greater sensibility to that, as there should be. Ça, c'est intéressant aussi, oui. Well, you kind of read my mind there, because, Marcella, you said some very important things about communities and voices and where you come from and background, and that can nourish a voice that, and it's funny because poetry, you seldom see nonfiction essays or, I don't know, whatever form. I mean, poetry comes very naturally to someone who tries to voice out, sometimes very deep and very fragile things, and sometimes very political. So it comes really naturally, and you can share it very easily. And you all came up on a stage, and I come from a novel background. You can't do that. I mean, so there's spontaneity in a way. But what you said that was very important was the fact that you said coming from different backgrounds. And there's a sense of meeting and sharing stories and sharing ideas, which, of course, totally changes our view of translating. Translating becomes this driving force, I would say, to let people be heard. But is that enough in the actual context here? At the Salon du Livre, every Friday night in a club. Could we imagine are those voices heard enough, or could there be more done to show everyone, both French and English, that there's a wonderful diversity and voices? And Jonathan, you've done that. You're trying, to put poetry out there, and just, if it'd be on the streets. Let's go on the streets. So, is enough done? Could there be more done? What would be your dream of having all those voices? And from what I hear today, there are many voices in Montreal. I mean, more than what I thought there would be. So, what can be done to be heard? Yeah, no, of course there's not enough being done. And yeah, there could always be more. I think personally, in terms of, I mean, it's interesting. Yeah, we're probably going to have another conversation about this with a glass of wine. But like, I remember when I went to the Festival Internacional de Poesía de Rosario in Argentina with Tropico. I was so amazed by the sheer
amount of poetry that was being published in Argentina. And like you'd be in a cab and they'd say, "What do you do?" And you'd say, "I'm a poet." And they'd be like, "Oh my God, get out. That is incredible. Okay, yeah, you're like the third poet I've met today." Like you say you're a poet and they like look at you impressed and they're not like, "What the fuck?" It's super special. They really, really love poetry. And what's so amazing is that like, because there is so much more publishing happening of people, there's like a little bit less of that competitiveness for grants, competitiveness for opportunities. There is no grants. Yeah, because there's no grants. Exactly. And so that solves the problem. No one fights. No more money. Yeah, here I said it first. No more grants. So, I think like there can be something that can happen with a lot of when you feel like, at least for me, speaking for myself, when it feels like a very white environment to be trying to publish in, then to kind of feel like, what if I'm the only one that is not white on a panel or like being published by this publishing house or all this stuff? What does that mean? Does that mean I took an opportunity away from someone else? Does that mean, like, you know, it makes you, being token makes you, it fucks with your head. And so I think that, like, when I'm thinking about what I would like to see, it's way more funding for way more people spread out across, like, a lot more widely so that there can be these opportunities, like, being had, because honestly, the experience of having a book published and then having a book translated, those were like some of the most special experiences of my life. And I think it would be really beautiful if a lot more people could have those opportunities and be funded for those, because that is something that, like, I remember experiencing in Mexico, in Chile, in Argentina, is just a lot more books, a lot more community, a lot more sort of like being able to share, make your own press and do that, even if it means you only get a couple of books printed, like you're putting someone else's work out there. And I would love to see more of that. I would love to see just so much more funding for so many more people as opposed to really consolidating it. Il y a quelque chose de très important qui a été mentionné ici, c'est la question des copies, c'est-à-dire cette idée de publier. Récemment, j'ai mis sur pied un organisme sans but lucratif qui justement va acheter des presses pour s'assurer qu'on puisse rendre les choses possibles en papier. Et ce geste-là d'incarnation, like publishing, like this exists as a book, a jamais été aussi démocratisé quand même. Il y a des presses des presses, bel anglicisme, des maisons d'édition qui ont offert des tribunes. Mais je vois manifestement que la volonté y est. Je pense que, est-ce que le public y est? Je l'espère, ou à tout le moins il sera. Par rapport au fond, juste avant que je te laisse parler, pardon, vous, excuse-moi, je vais aller au-dessus comme ça. Puis ah oui, vas-y. Mais pour l'Argentine, je crois qu'il existe à Francfort. J'ai ramassé la documentation il y a 2-3 ans et il existe des fonds pour la découverte d'auteurs argentins. Donc, ça existe. Parfois, il faut creuser un peu. Peut-être que ça s'applique. En tout cas, j'espère. Voilà. Donc, oui, mon Dieu, j'oublie qu'est-ce que j'allais dire. Je pensais qu'il allait y avoir un retour sur ce que Marcella disait par rapport à... Mais je vous dis ça et pensez-y. Je pense qu'il y a un truc aussi particulier au Québec où on a un protectorat culturel assez fort ou qui est très bénéfique pour les auteurs québécois de langue francophone parce qu'on se fait lire énormément, on circule beaucoup. Mais ça nous empêche aussi d'être ouverts sur le monde. Moi, j'ai remarqué ça. Ouais, Puis, pas faux. effectivement, qu'une des façons de rentrer en contact avec d'autres littératures, c'est par la traduction, mais c'est aussi en tout cas... Wow. Mais tu as raison. Une autre langue. Il nous reste quelques minutes et vous aurez l'occasion de poser des questions si vous voulez Vraiment lancer un pavé dans la mare. Parce que ce que tu as mentionné là, et j'avais le goût de l'aborder, c'est récemment, il y a quelques années, la traduction, elle était très blanche. Je veux dire, c'était une traduction qui était malheureusement une littérature très blanche et qui, heureusement, dans les 5, 10
dernières années. C'est assez récent quand même. Il y a heureusement, cette ouverture vers la multitude qui est quand même là. On n'est pas encore là. Mais je peux parler d'un autre enjeu, Oui, juste avant qu'on finisse. Un enjeu de traduction pour les gens qui ne sont pas traducteurs, qui ne seraient pas. La littérature américaine, qui est quand même, tu sais, c'est comme l'espèce de puissance, l'espèce de pôle culturel en ce moment, les États-Unis. On est très proche de la littérature américaine, les Québécois, puis d'un point de vue culturel, mais aussi continental. Puis il y a plein de... Moi, je pense plus au niveau intellectuel, là, les essais que moi, j'ai beaucoup lus, qui m'ont influencé pour écrire Maquillée. Il y a plein de grandes penseuses, même des féministes noires, qu'on a dû attendre 20-30 ans avant qu'elles soient traduites en français parce que ça doit passer par la France. Parce que, justement, on ne reçoit pas de financement pour traduire des œuvres anglaises, là, de langue anglophone, mais qui ne sont pas canadiennes. Puis moi, je pense que c'est vraiment quelque chose à déplorer. Non, la question se pose. D'ailleurs, s'il y a des gens du Conseil des arts du Canada dans la salle qui se manifestent. Donc, non, mais c'est parce que les gens ne sont pas au courant. Fait que c'est pour ça que j'en parle. Non, mais c'est vrai que ce soit exposé ici. Certaines personnes, parfois, me parlent de traduction et disent pourquoi c'est pas traduit? Mais la traduction est un vrai... C'est plus qu'un métier. Je veux dire, c'est extrêmement time-consuming. C'est une vraie vocation. Donc, je veux dire, et tout salaire mérite... tout travail mérite salaire. Et cet investissement-là, qui est immense, doit effectivement... Mais la difficulté, il est là. Et les gens, parfois, ne le savent pas. L'avantage de ce programme-là au Conseil des arts, c'est que ça permet que beaucoup de littérature anglophone du Québec soit traduite aussi au Québec. Puis on parle de traduire le Québec anglo, mais ce serait traduire aussi le Québec hispano, le Québec créole, le Québec arabe. Ça aussi, il faut continuer aussi dans ce sens-là, parce que c'est ce paradigme-là qui commence à changer un peu, mais du point de vue blanc, francophone, etc., on a l'impression que la littérature québécoise s'écrit en français. Puis les classiques auxquels on pense sont écrits en français, et souvent, les plus grands ou les plus populaires vont être publiés aussi en France. Donc, c'est ça aussi, c'est de reconnaître que Leonard Cohen est aussi important qu'Émile Nelligan, et que Heather O'Neill est aussi importante que je ne sais pas qui en français, et que ça se reflète dans ce qu'on pense, puis qu'on dit, si quelqu'un dit, c'est quoi la littérature québécoise? Il faut aussi, on ne peut pas mettre de côté puis dire, il y a la littérature québécoise, puis il y a la littérature anglo-québécoise, puis il y a la littérature des Premières Nations, puis les exclure de ce qu'on entend globalement par littérature québécoise, et donc que ça se reflète aussi dans l'enseignement. Au cégep, les gens ont souvent 2 cours de littérature française, 1 cours de littérature québécoise, où il ne sera pas question de littérature d'autres langues ou d'autres communautés souvent que celle en français. Et donc, il y a vraiment du travail à faire là-dessus pour que, collectivement, quand on pense à qu'est-ce que la poésie québécoise, qu'il y ait des liens aussi entre la littérature franco-canadienne et anglo-québécoise et celle des Premières Nations. Pour moi, tout ça, il faut que ça se parle. Et puis quand on fait des projets, c'est l'horizon que je pense qu'on doit avoir. C'était mon preach. Ça doit passer. Ça fonctionne. Ça doit passer par le désir. Puis ça, le désir, c'est tu l'as au contact de l'autre. C'est comme en étant amis, en travaillant ensemble, en prenant un verre ensemble. Ça peut pas être juste, je vais traduire ce livre-là, puis il va exister dans la littérature québécoise francophone. Ça va pas fonctionner. C'est comme lancer, je sais pas quoi, dans l'eau, tu sais. Mais vous le savez, vous êtes super impliqués. Mais il y a quand même ça, là, parce que traduire, c'est pas assez. Et ça prend des liens, des affinités, ça prend des liens affectifs. Il faut comme faire des trucs ensemble. Puis ça prend aussi un éditeur qui va décider que, OK, on va le faire, le livre. Parce qu'il y a beaucoup de traducteurs qui ont des traductions orphelines, ou il faut dire, c'est-à-dire justement pour aller chercher le financement, pour traduire le livre, il faut que l'éditeur dise, d'accord, on va le faire. Nous, on projette de traduire Tropico ou un autre livre. Et puis, juste une autre chose que je voulais dire aussi, je pense que le temps file, c'est qu'au Québec, on a aussi l'avantage
de pouvoir lire les trucs. Des fois, on a dit on n'a pas besoin de traduire parce que les gens peuvent le lire en anglais. Parce qu'à Montréal, tout le monde est bilingue, nanana. C'est pas exactement vrai, mais je pense que c'est aussi une richesse parce qu'on peut décider de lire Tropico en anglais, il y a aussi beaucoup de mots en espagnol dans Tropico. On peut décider de le lire en français, en traduction, avec encore beaucoup de mots en espagnol, ou on peut décider de lire les deux. Fait que comme lecteur, on est, je pense, vraiment privilégié par rapport à la littérature anglo-québécoise de dire, ben c'est ça, Leonard Cohen, Eldar O'Neill et compagnie, on peut les lire en anglais, en français ou les deux. Jonathan, amen to that. Et merci pour avoir partagé ça, parce que je pense que c'est important qu'on se le dise, qu'on se le redise aussi. Et ça me fait penser, and that'll be in English for the ending, but and you can add some things. We talked about the fact that there can be, and you pretty well said that, that there can be a French Quebec literature, an English Quebec literature. I mean, cloisonner les langues et les cultures ne nous apportera absolument rien lorsqu'on veut les découvrir. On va juste les cacher derrière des paravents, si on veut, ou les mettre dans des boîtes. And so a couple of years back, when Rawiyage, que j'ai le plaisir de publier, that's easier in French, won the Bookseller Prize in 2006, okay? And that was in the Quebec literature section. But it was a translated book, beautifully by Sophie Voileau. And I remember, and I won't name him, but there was someone who was a finalist too in French, and he was a French writer. He says, why does this guy get to be a finalist for the Quebec Prix des libraires du Québec with a translated book? It's not even in French. And I remember he was so pissed. And I'm saying this today because for me it was natural. It doesn't matter. And when I started my publishing house, the first thing I said was, it doesn't matter where you come from. It matters because you can show me. But I won't judge you. I won't put you in a box. I won't put you in a special Spanish translation collection. You're going to have a voice that will not be effacé dans le reste. Non, mais c'est ça. Je veux dire, ça devrait être ça, la littérature. But it is not. Commercial, book selling, and literature don't really always go along. They don't go the same way. C'est pour ça que quand tu mentionnais l'importance d'un éditeur et l'importance peut-être de l'investissement même privé, on peut rêver à une espèce de Kickstarter, un socio-financement, par exemple, de dire on a un projet, ça se fait en passant, de dire il y a une voix qui mérite d'être entendue, d'être partagée, on a besoin de temps pour produire, traduire, promouvoir, vraiment se donner la peine. Et peut-être que ce sont des solutions. And not just editors, but critics and the way the critical discourse is talked about with translation and how it's positioned as well. I mean, you know, speaking about that idea that there is a Quebec literature in, you know, en français, en anglais, the idea that they're in the boxes and then translations just all mushed together in another box over here, but they're not integrated in that way. And so how can that positioning be challenged so that actually it's all based here? We're getting a sign from the back of the room. I don't know if we're running out of time, but saying you've started me thinking somewhere slightly differently about all that. I don't really have a point on beyond that. Oh, that was fast. So okay, wrap it up. Well, you know what? I first said you have a question. Might take it really quickly. Thank you, sir. Thing is, I told you at the beginning, it is a very rich, complex, but not in a very good way. I think, question, and I think there's been some evolution here and very good thoughts said. Donc, merci beaucoup pour vos lumières, vos paroles. Merci pour votre travail, c'est important. Monsieur, je sais que j'empiète parce qu'il y a O'Neill qui arrive tout à l'heure, donc cette écrivaine québécoise qui écrit en anglais. Yeah. Why? I'm going to repeat that for the audience who didn't hear it. Feroz, tell me, is the word traduire or translation the right one? Is it not more a question of interpretation and subjectivity? Okay, I repeated the question. That doesn't mean I'm going to answer the question just yet because I have to think about it. Yeah. You want to take that first? Oof, I don't know. I think I mean,
that is how I have always experienced it and felt it. I mean, I don't want to speak for you, but I remember like one of your translations, like us talking about just how it's like a totally different book, like that it's a different book. And my book, that when you translated it, it was a different book. It is an interpretation, but I guess there's something in the motion that is in the movement that is happening from one language to another language that I guess that is. I didn't do any translation or anything in school or anything, so I'm not sure. But yeah, like I do think that it's both. It's you're taking it into another language and then reinterpreting it in that language with your understanding of that language. Like whenever I do like on the spot translations in Spanish, like for my mom or for whoever, I do always translate the English into Chilean Spanish, which has its own stank to it and is very special. But that is how I'm doing it. Is I'm taking it and interpreting it into how I have my understanding of my language, which is also a diasporic version of Chilean Spanish, which is my mother's Spanish from the 70s that is frozen in time, that she didn't really get to use that much in Victoria. And so even that Spanish is my interpretation that's based off of my diasporic experience with my mother. So yeah, I really love that. I love thinking about that. I have no answers, but I like thinking about it. Je pense que la question dit que justement ce qu'est la traduction, c'est choisir le moins pire parmi les mots qui sont disponibles dans une langue donnée. Alors, c'est le mot traduction. Et on est toujours, des fois c'est fâchant parce qu'il faut faire avec les mots qu'on a. C'est le travail de la traduction. Je vous coupe ici. Je l'avais dit, c'est riche. Vous pouvez poursuivre la discussion si vous voulez. Le Salon du Livre, c'est fait pour ça. Merci à la Quebec Writers Federation au Salon du Livre de Montréal pour pouvoir à nous laisser comme ça lancer ces grandes questions dans l'univers. Donc, je vous rappelle, Daphné B., Rachel McCrum, Jonathan Lamy, Marcel Huerta, merci, vous êtes précieux. Merci à vous d'avoir suivi cet aller-retour en anglais et en français. Passez une très belle soirée, tout le monde. Merci.